Bonsoir Monsieur Harold. Bonsoir, Patrick. Nous on se connaît, je pense que vous le connaissez aussi, donc je ne vais pas vous raconter qui il est parce que ça vous gênerait. Bon, on va rentrer très vite dans le du sujet en partant des questions que toi-même tu poses. Et la première, le premier chapitre, c'est d'où je parle, dis-tu. Ce qui m'a rappelé, je dois dire, un certain nombre de questions qu'on aimait à poser il y a quelques années, dans les années 70, pour remettre les gens en difficulté. Donc, d'où je parle, c'est pas une manière de te mettre en difficulté. C'est quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Alors, bonsoir à toutes et tous. J'ai commencé par cette introduction, puisque d'où je parle, c'est une introduction. C'est une réponse en fait. C'est une réponse à tous ceux qui ne disent jamais d'où ils parlent. Alors je les avais appelés, dans un livre précédent qui s'appelle Asphyxie, je les avais appelés les flottants. Alors les flottants, ce sont les êtres en suspens, qui flottent justement dans la société du spectacle et qui tiennent toutes sortes de discours sur toutes sortes de choses, en particulier sur le travail, puisque mon introduction rappelle que je suis avant tout professeur de philosophie à temps plein, sans discontinuer dans l'éducation nationale depuis 2000. Et j'explique évidemment dans ce texte que quand j'écris un texte, je ne suis pas payé pour ça, je n'ai pas un contrat d'éditeur mirobolant, je lance la pierre. J'ai un temps que je prends sur mon travail en plus. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec François-Xavier Bellamy, qui c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il a eu la même expérience que moi, puisque son inspecteur lui avait dit: ah, comment ça, vous écrivez sur votre temps, est-ce que vous faites bien vos cours? Bien sûr. Donc on a eu exactement la même expérience, c'est même plus que ça, c'est-à-dire quand on fait ce travail-là en plus de son travail de fonctionnaire de l'État, on est suspect de ne pas faire le travail pour lequel on est payé. Ce qui m'a permis d'ailleurs de réfléchir à ce qu'était le salaire, à ce qu'était le travail, pourquoi on était payé et qu'est-ce qui méritait salaire, et qu'est-ce qui n'était pas pris en considération dans un travail. Et je reviens à mon affaire de départ et à ta question. Les flottants, eux, ne se situent jamais. Ils ne se situent jamais. Par contre, ils parlent. Ils parlent énormément. Ils parlent de nos métiers. Et ils soutiennent, c'est aussi l'objet du livre, puisque moi j'ai un peu conçu ça comme une sorte de trépied. J'ai écrit un premier livre en 2017 donc sur l'élection d'Emmanuel Macron, la première. Un deuxième au milieu sur des constats généraux un peu à l'emporte-pièce, on va dire, et puis là c'est en quelque sorte une conclusion provisoire. Et évidemment, tous ces gens qui ne se situent jamais soutiennent des politiques qui nous situent. C'est-à-dire qu'ils disent ce que nous sommes. Ils nous nomment. Ils disent ce que doit être notre travail, ce que doit être un professeur de philosophie, ce qu'il doit faire, quels sont ses contenus. Ils soutiennent des politiques éducatives, on aura l'occasion d'y revenir, et en particulier, j'ai eu quelques coups de griffe contre France Culture, puisque lorsqu'il y a eu des réactions quand même de mon corps de métier aux attaques sans précédent de Jean-Michel Blanquer, tous ces causeurs, ces parleurs qui ne se situent jamais, ont soutenu la politique gouvernementale et n'ont pas soutenu les corps de métier dont ils sont issus, puisque ces gens qui parlent sans se situer ont pourtant une formation universitaire, très souvent d'ailleurs sont soit agrégés, normaliens, enfin bref, mais eux ne se situent jamais. Voilà, eux ne se situent jamais. Et c'était ça aussi ma réponse, partir de mon travail et dire ce qu'est un professeur. Moi j'ai été sidéré depuis des années de voir que ceux qui sont les premiers attaqués, en particulier sur les métiers sociaux, ne sont jamais convoqués pour dire ce qu'est leur métier, ce qu'ils font et pourquoi ces métiers sont attaqués. Voilà, c'était ça en fait. Oui, non mais je comprends bien la nécessité. Tout d'un coup, je sentais une sorte de culpabilité, comme s'il fallait s'excuser d'écrire alors qu'on est prof. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas ressenti cette nécessité-là. Je l'ai ressenti de mes collègues à mon égard, mais pas de l'institution, je dois dire. Je pense que, oui, c'est intéressant ton témoignage avec la différence générationnelle, parce que je pense que les choses ont changé. Les choses ont changé dans le rapport au savoir. Oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus véritablement... le savoir, c'est terrible ce que je dis, mais depuis des années, le savoir devient suspect. Oui. C'est-à-dire qu'un professeur, finalement, qui est encore au travail du savoir, on le suspecte, finalement, de déployer des résistances intellectuelles qui vont le rendre indocile à la caporalisation managériale qui est en cours dans l'éducation nationale. Donc c'était véritablement une attaque, c'est profond, c'est-à-dire c'est une attaque finalement sur les savoirs. J'en ai encore eu la preuve lorsque j'ai été inspecté il y a quelques semaines, avec un inspecteur qui m'a dit moi j'ai pris du plaisir dans votre cours, il y avait un contenu, etc., mais je pense que c'est trop dur pour les élèves, etc. Ou vous avez une très bonne classe, comme si la classe au mois de mars arrivait du ciel, comme s'il n'y avait pas eu un travail avant. Et on sent une suspicion sur le savoir, sur les contenus de savoir. Voilà. Est-ce que vous appliquez au fond les directives Oui, c'est ça. Et cette suspicion sur le savoir, bon, on pourra en reparler, mais elle est aussi co-substantielle à la réforme, aux réformes qu'on subit de plein fouet. Ouais. Le mot directive dit bien directive ministérielle, ça indique bien effectivement une règle, des règlements et une direction à prendre et pas une autre. Tu vois, par exemple, juste un point sur les rapports d'inspection. Il y a 20 ans, moi je me souviens, je l'ai gardé d'ailleurs, un rapport sur Schopenhauer-Nietzsche qui faisait 2 pages, 2 pages complètes de contenu, de cours. Aujourd'hui, dans les rendez-vous de carrière, puisqu'il ne s'agit plus d'inspection, c'est des rendez-vous de carrière avec des RH, avec des inspecteurs d'ailleurs qui découvrent. Alors il ne s'est pas plaint devant moi, mais il s'est plaint à une autre collègue qui est en train de perdre son métier. Voilà, tout simplement. Bon, il n'a pas osé me dire ça, mais il n'a pas osé parce qu'il sait que j'étais au combat aussi depuis des années. Mais lui-même perd son métier, puisqu'ils ne font plus qu'entériner des savoir-être, des savoirs cochés, des savoirs croîtés, mais il n'y a plus rien. Et il n'y a même plus la place dans les rapports d'inspection, il n'y a même plus la place pour la recension du cours. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite case qui doit faire à peu près 2-3 lignes. Bon, il y a le titre du cours, mais le contenu à l'intérieur de la discussion a disparu. Et y compris l'inspection générale est en train de se rendre compte, en réalité, que la réforme Blanquer est en train tout simplement de les botter hors du jeu. Et donc il y a une sorte de surenchère, il faut faire plein de dissertes, etc., de fameuses directives. Des évaluations. Pour compenser enfin la disparition des contenus d'enseignement. Voilà, et ça, on l'entendra rarement sur France Culture, d'où je parle. La réponse. Oui. Bon, alors ceci étant, qui clarifie bien le problème que tu es et ce que tu continues de faire, parce qu'il y a une progression et une directrice là, en général dans ton propos, et ce que tu fais aussi sur ton blog. Sur ton blog Critique de la critique, il semble que tu écrives un peu moins sur ton blog Critique de la critique. Alors, j'ai commencé en fait à écrire sur Internet de façon assez régulière en 2005. J'ai écrit en 2005 parce que d'abord j'ai très vite compris la puissance en fait de diffusion, et j'ai compris aussi que les idées que je pouvais déployer avaient un temps de vie très très limité dans l'espace du livre. Donc ça allait très vite et je me suis un peu formé à ça, puis j'aimais bien le rapport de conflictualité. J'aimais bien avoir des messages qui me rentraient dedans, des échanges un peu vifs, et je trouvais ça très intéressant. Une éditrice de chez Flammarion d'ailleurs à l'époque en 2012 m'a dit mais au fond vous aimeriez restaurer une sorte d'agora critique, une agora critique et politique. Et ça m'a vraiment intéressé, et le rythme d'écriture me convenait, et il convenait aussi à mon temps de travail. Parce qu'évidemment, quand on est professeur, ça prend moins de temps, donc ça s'adaptait aussi au temps de travail. C'est-à-dire en une soirée, je pouvais avoir la satisfaction de faire un texte de 2-3 pages, et donc exactement. Ça correspondait aussi à mon rythme de vie, c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai fait ça très longtemps, avec des hauts et des bas, des moments un peu de déprime aussi, parce que bon, quand on fait des gros textes, puis on s'aperçoit il n'y a pas de commentaires, bon bref, il n'y a pas trop de réponses. Voilà, j'ai collationné tout ça en 2012, et en fait ça m'a donné un peu le style que j'ai. Alors parfois on en rediscutera, mais que je dois réfréner, parfois, parce que j'ai tendance à vouloir exécuter mon affaire en 2-3 pages et passer à autre chose. C'est-à-dire que j'ai dit quelque chose et c'est terminé, j'y reviens pas. Et parfois ça peut être un peu brutal, donc ça peut donner l'impression d'une forme de brutalité. Et pour répondre aussi à ta question, j'ai commencé donc Twitter en 2015.
parce que là, je me suis plus politisé, je voulais véritablement rentrer dans l'arène et avoir je dirais des échanges encore plus directs, et en dissociant, c'est-à-dire mon travail d'écriture, et ça me permet de trouver une sorte d'intermédiaire. C'est-à-dire mes textes d'action, mes idées d'action, je les mets sur Twitter, et puis après je travaille à côté sur les textes plus longs. Là, j'ai un autre projet en cours. Donc, tu dis politisation, bon, ça veut dire que donc la politisation, elle date de quand finalement? Alors, elle est, j'allais dire, relativement récente. Alors, oui, dans les années, on va dire, moi j'ai ma formation, je travaillais sur Schopenhauer, je travaillais sur Nietzsche. J'étais une sorte, on va dire, si je devais me classer dans les années 2005-2006, j'étais une sorte d'anard de droite, quoi. Voilà, j'étais un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que j'avais quand même une certaine condescendance sociale, liée, je pense, à mon milieu culturel, voilà, d'une petite bourgeoisie de province, avec un père qui était chef d'entreprise, une mère prof de philo. Bon, j'avais pas trop d'inquiétude sociale, on va dire, et la philosophie ne m'a pas du tout formé à la critique sociale et politique. Hein. J'ai rencontré Marx de façon très succincte à l'université. On peut aujourd'hui être... pas dans les programmes, quoi. Mais non, c'est pas dans les programmes. Puis on peut aujourd'hui être agrégé avec de la métaphysique spéculative, hors sol, il n'y a aucun problème. Et en faisant des effets de rhétorique sur Plotin ou Kierkegaard. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, j'ai eu l'agrégation. Ensuite, je me suis confronté évidemment aux élèves, donc première rencontre sociale, avec des classes difficiles. J'avais des classes techniques, j'ai même fait du bac pro. Non, en fait, véritable, et là ça a continué comme ça très longtemps. Non, pour moi, la vraie compréhension du champ culturel et politique, ça a été, c'est bizarre, mais ça a été 2012. Lorsque j'ai publié Vieux Réac, faut-il s'adapter à tout, qui était en fait une synthèse de textes que je mettais sur le blog dans les différents généralisés. Bon, et en fait, j'ai publié ça chez Flammarion, et là, j'ai eu une sorte d'accueil assez incroyable de la droite, et d'une droite même dure, hein, d'une droite dure culturelle, on va dire, qui s'est dit « Ah, mais c'est super, c'est le nouveau Philippe Muret, ou je sais pas quoi. J'ai failli avoir le prix des impertinents, et Zemmour avait voté pour moi d'ailleurs, donc j'étais... Voilà. Et j'ai compris, et là ça m'a étonné à double titre, c'est-à-dire je me suis dit, mais c'est très bizarre, je convoque des auteurs des années 70, Castoriadis, Baudrillard, il y a même du Debord, je convoque tous ces gens, et je suis ramassé par le Figaro Magazine. Donc là je me suis dit, là il y a déjà un problème. Qu'est-ce qui se passe dans le champ, et pourquoi il y a toute une partie, un trou noir en fait de la gauche. Donc, alors là, quand je te dis la gauche, hein, c'est Libé, c'est Lopes, c'est Marianne, c'est Télérama. Bon, Marianne, on va dire, c'est un petit peu différent. Ils sont un peu clivés d'ailleurs. Donc on va dire Libération, Télérama, les Inrocks, enfin bref, tout ce qui fait la gauche aujourd'hui à 2,5% à peu près, hein, 2-3%. Enfin, d'après là, je pense que le prochain quinquennat, j'enlève Mélenchon de ça, le prochain quinquennat, on sera négatif, quoi. Voilà. Mais en fait, j'avais bien compris ça, et je me suis dit, mais c'est quand même très, très étonnant, c'est bizarre que ce soit lu par ce prisme-là. Voilà. Et j'ai voulu creuser ça. Et le livre juste après, où je rentrais vraiment beaucoup plus dans la conflictualité sociale, et là évidemment ça a été fin de non-recevoir. Et alors, la conflictualité sociale, et deux, quand je nommais les gens. Parce que sur mon blog, je nommais. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un texte sur le cynisme, je vais les nommer directement, je vais nommer la cour des mondains parisiens qui tiennent la baraque. Hein. On a aujourd'hui Adèle Van Rett qui va en septembre prendre des raids de France Inter quand même. Hein. Donc c'est quand même un vrai pouvoir, hein. Un vrai pouvoir de contrôle. Et je vais nommer tous ces gens, et évidemment, Flammarion m'a dit non merci monsieur, en plus vous avez refusé l'invitation chez Ruquier, hein, le temple de la construction des idoles modernes, à l'époque, qui a fait Zemmour, hein, quand même, il faut pas l'oublier. Voilà, et là petit à petit j'ai pris du recul et je me suis dit qu'est-ce qui se passe en France, où on en est. J'ai vu aussi la trajectoire de Michéa qui finalement a été qualifié de penseur d'extrême droite. Je me suis dit alors là il y a quand même aussi un souci. J'ai découvert des gens comme Plouskar, j'ai creusé dans cette direction et je me suis aperçu qu'il y avait toute une bataille à mener qui était une bataille culturelle, politique et culturelle, et que cette bataille en fait n'était pas menée, qu'elle était très très difficile à mener. Donc, ma politisation, elle est quand même beaucoup liée, enfin, moi c'est vrai que j'aborde des choses comme ça, par ma propre expérience, voilà, par ma propre expérience et par ma propre pratique. Et je crois beaucoup à ça, ce que je dis dans le livre. On se politise dans les mouvements sociaux, on se politise dans le travail. Non, c'est pas seul qui n'est pas un mouvement social. Exactement, ça on y reviendra, je suis d'accord. C'est autre chose. Après, c'était autre chose. Après, c'était l'attaque contre la classe de philo. Voilà. Voilà. Et après, je suis rentré aussi par le biais de mon travail, hein, de la philosophie. Et puis, alors, le couronnement de tout ça, ça a été l'élection du président philosophe. En fait, ça y est, il y a la conjonction des astres. En fait. Ça y est, tout est aligné.
tout est aligné et tout est bon, quoi. Tout est en place en fait. Ça y est, ils tiennent tout. Et à partir de là, ils tiennent tout, et à partir de là, ils vont taper très fort, très fort, avec des manipulations en fait, idéologiques très classiques, enfin que j'explique dans Asphyxie, pour dire tout ce qui ne relève pas de cette sphère-là est populiste, extrême, violent, brun-rouge. Bon, on m'a qualifié de tout, hein, brun-rouge, complotiste, enfin, je sais pas. Bref, ils ont quelques gommettes qui vont coller comme ça au fil de l'eau. Et puis si les gommettes ne suffisent pas, on envoie les CRS et les LBD. Voilà. C'est pour ça que l'affaire est sérieuse. C'est pour ça que l'affaire est sérieuse, c'est qu'il y a toute une gauche, évidemment, culturelle et mondaine qui est tout simplement, c'est le naufrage. Voilà. C'est un grand naufrage social historique qui a du mal à comprendre ta génération, une partie de ta génération, pas toi, mais une partie de ta génération, qui ne voit pas, en fait, qu'on a changé de modèle. Et donc, ce qui était possible, les brèches qui étaient possibles il y a une vingtaine d'années, on va dire, 20-30 ans, se sont refermées. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, je ne sais pas trop en fait, il faudrait y réfléchir. C'est peut-être une bonne nouvelle au sens où peut-être ça ouvre d'autres espaces, je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Oui, là-dessus, mais bon, on regardera ça plutôt pour la fin. Moi, ce qui me. Là, je comprends très très bien, effectivement, et je vois bien ce changement de modèle de référence et ce changement politique dont la logique paraît de plus en plus nette. Voilà, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais maintenant, je suis peut-être moins d'accord sur le long terme, sur ce qui a précédé, qui n'était pas si simple qu'on pourrait le croire. Et sur les... finalement, bon, la couverture est superbe de cette unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort, donc du 10 août 1792. Moi, j'ai vraiment l'impression, d'un point de vue historique, que avec des moyens et des techniques différentes et des référents de savoir différents, ça a toujours été comme ça, si tu veux. C'est-à-dire que la critique, je trouve qu'il y a une idéalisation, si tu veux, des idées de la République et de ce qui s'est passé tout au long de l'histoire, jusqu'à parler de la nation française à un moment donné. Alors là, dans un vocabulaire qui, moi, m'est assez étranger, surtout que nation, c'est yes, si mes souvenirs sont exacts, et que ça avait une connotation extraordinairement ethnocentrée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était ceux qui étaient nés au même endroit et ceux qui étaient plutôt bien nés que les autres. Donc il y a un problème historique, moi, qui me tarabuste un peu dans ce que j'ai écrit. Mais parlons du constat, parce que après... je répondrai à ça. Oui. Après, il y a une réalité qui est la dépolitisation, la désyndicalisation, le conformisme de la société du spectacle. Bon, voilà, enfin, plein de choses comme ça qui ouvrent la porte à plein de manipulations et plein de qui laissent une place très très étroite à ce qu'est une véritable critique du monde social dans lequel on nous trouve. Bon, ça c'est le constat de ce qui se passe maintenant. Et donc c'est un naufrage. Enfin, voilà, le long terme, tout ce que tu voudras. Et de temps en temps, une grande discussion qu'on a eue ces derniers mois, ces dernières années, c'est qui survit de ce naufrage et avec qui il va être possible de résister, ou il va être possible de se poser, de construire, ou de proposer des choses.
j'ai le sentiment, je te l'ai toujours dit, que quand tu commences à tirer, moi je me mets sous la table en me disant merde, il va y avoir une belle pépite qui va m'arriver, et que je vais prendre comme ça, ça me fera plaisir. Mais bon, donc la question que je t'ai posée une fois, qui est à qui t'adresses-tu et quel est ce nous dont tu parles? Ah, il y a beaucoup de choses. Nous, quand même. Qu'est-ce que tu me dis? Bon, d'abord sur le référent, c'est pas un livre historique, hein, c'est pas un livre sur la République française, c'est pas un livre sur la Commune. Je rappelle quand même que Karl Marx termine ses considérations sur la Commune par Vive la République. Hein. Oui. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est Karl Marx. Il y a en 1848 une République rouge et une République bourgeoise. Le drapeau français qui a refleuri avec les Gilets jaunes, c'est pas simplement Marine Le Pen, hein, voilà. Et je crois qu'il va falloir s'habituer à ça à gauche aussi, à cette référence finalement à un cadre déjà. Parce que le problème, et c'est une question compliquée, on en parle souvent d'ailleurs dans nos discussions, quel est le cadre dans lequel on pense? Pour qu'il y ait internationalisme, il faut bien qu'il y ait nation. Moi j'ai vu depuis des années la République voler. C'est-à-dire qu'on nous a volé cette histoire révolutionnaire. On nous l'a volé, et quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, les partis politiques, hein, il suffit simplement de regarder l'échiquier, hein, c'est vite réglé. Hein. Union pour la République, ça c'est Asselineau. Les Républicains, bon, c'est Pécresse, enfin c'est pas grand-chose. Ensuite, on a quoi? On a la République en marche. Chaque fois que quelqu'un comme Macron ou ces gens, ces communicants prennent un signifiant, je me dis c'est le bon. Ils ont compris en fait. Oui. Ils ont compris où était la puissance d'adversité, c'est-à-dire la capacité à reconstruire justement des représentations collectives qui fassent sens et qui puissent s'opposer à leur idéologie. Un exemple, la discussion qu'il y a eu entre Zemmour et Pénarruiz autour de cette question. Zemmour est un anti-républicain profond, il le dit, il le théorise, et l'enjeu est énorme en fait. C'est-à-dire que tous les acquis justement de la Révolution française, qui vont au-delà, évidemment, sur les principes de la République bourgeoise, hein, d'ailleurs Guillemet le dit très bien. Oui, Hein, 1780, les deux voilà. révolutions. Oui. Voilà, il y a eu des bagarres à l'intérieur, et je crois qu'on est en train de retrouver, par certains aspects, hein, dans nos différentes luttes, des traces de cette référence-là. Les Gilets jaunes, s'ils ne sont pas trompés, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de références, soit à la Commune, soit carrément à la Révolution française et à la Première République. Donc, bon. Et ensuite, il y a peut-être évidemment des vitesses, des raccourcis, je ne sais pas, en tout cas des prises de position, parce que je veux aussi construire une forme, pas simplement une critique émiettée, parcellaire. Voilà, je suis pas dans la lignée de la French Theory, hein, c'est pas mon objet, et je pense que Foucault c'est une impasse politique. D'ailleurs, je tiens ça même directement de Marcel Gauchet, hein, qui m'avait dit, j'avais commencé une thèse avec lui, il m'avait dit, ben, Foucault, tout le monde l'a admiré, hein, voilà. Mais quand on a essayé de faire du Foucault, on s'est aperçu que Foucault sans Foucault, c'est plus rien. Voilà, c'est Marcel Gauchet. C'est-à-dire qu'on a affaire à une pensée qui est très très forte, une pensée du pouvoir, des micro-pouvoirs, etc. Mais la traduction politique de ça, parce qu'on n'assume pas en fait des positions idéologiques fortes et des lignes de clivage bien nettes, et bien tout ça, ça finit en une sorte d'émiettement et d'effritement. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la gauche, et en particulier une gauche sociale républicaine, doit pouvoir construire un corpus idéologique qui fait fond sur une histoire, tu as raison, contrariée, pour répondre à des gens, à l'alliance en fait historique, hein, entre d'un côté les libéraux bouillis et les conservateurs nationalistes. Oui. Voilà. Et le problème c'est qu'en face il n'y a rien, hein, pas grand chose. Il y a des choses mais elles sont très minoritaires. Ouais. Je vais y revenir. Ouais. Sur ta question, alors attends, il y avait une autre question, sur à qui je parle. Oui, c'est ça, à qui tu t'adresses? Bon, à qui je m'adresse? Alors d'abord, moi je pense que, j'en parlais encore cet après-midi, on a aujourd'hui, alors je change un peu de sujet, mais on a aujourd'hui l'essence à la pompe qui est à plus de 2 euros, enfin bref. Bon, à 3 euros par exemple, je pense que l'écologie bobo c'est terminé. Voilà. Il y a 70% des gens qui roulent au gasoil, 3 euros à la pompe, c'est dans la rue. C'est dans la rue que ça se passe. Et là, compliqué.
compliqué parce que quand on est en fait au centre-ville de Bordeaux avec un vélo électrique, qu'on peut se payer un appartement et aller au travail facilement, c'est ok. Par contre, quand on se retrouve à 40 km de son lieu de travail et que c'est 300, 400, 500 euros par mois pour aller à la pompe, là, les forces vives, tu les trouves tout de suite. Hein. Tu vois, ça masse tout de suite. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que dans la société, en effet, qui est la nôtre, où tout est organisé pour dépolitiser, et ça, c'était la question avant, hein. Il y a une organisation de la dépolitisation. Évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile parce qu'il y a des plaisirs de substitution, des divertissements, des jouissances de divertissement, on va dire, de substitution. Et c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas non plus le corpus idéologique pour faire le lien. On le voit, on a eu quand même en un quinquennat, on n'a jamais eu autant de manifestations sociales, on en a eu quasiment tous les week-ends. Bon. Avec des groupes et des lignes politiques très diverses. J'ai envie de dire, on a presque tout eu, quoi. On a eu un panel entre les anards les plus comment dire, remontés, encagoulés, cachés, masqués, les black blocs, jusque à des forces. Voilà. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, j'ai pu observer ça, j'ai participé à peu près à tout, quoi. Hein, je suis même allé faire, puisque je suis un peu motard, je suis allé même accompagner un cortège de motards et j'ai eu des discussions qui politiquement m'ont interrogé aussi sur ce qui se passait aujourd'hui en France et sur le niveau de violence et le type de discours qui est aussi présent dans ces mouvements sociaux. Mais on ne peut pas accuser cette violence sans faire un vrai travail politique pour comprendre en fait d'où elle vient. Et c'est là où il y a un déficit. Et il y a un déficit idéologique. J'en ai bien conscience, hein, évidemment. Donc ce lien-là, alors c'est compliqué parce que est-ce qu'il y a un déficit idéologique, donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de mouvement, ou est-ce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas de protestation sociale, donc il y a un déficit idéologique? Moi je suis dialecticien là-dessus, je pense que les deux se tiennent. Vous voyez, on se politise dans les mouvements sociaux. Hein, on parlait de Roland Gori sur la rétention des notes par rapport à la numérisation. Bon, c'est des grands moments aussi de politisation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans l'action, ça je l'ai compris aussi, hein, évidemment, c'est dans l'action de résistance qu'on construit évidemment la pensée politique. Donc ça ne se décrète pas, quoi. Non, ça ne se décrète pas. Et la question est d'une coagulation, d'une rencontre, et c'est embêtant concrètement, puisque les partis politiques censés représentés avec des guillemets bien entendu font pas leur job, que les syndicats les font de moins en moins, mais ça c'est déjà une vieille histoire. C'est déjà une vieille histoire. C'était déjà, enfin, je veux dire, c'est un processus, qui s'accentue maintenant, mais enfin, qui est parti depuis 30. C'est un processus qui vient de loin. C'est un processus qui vient de loin, mais aujourd'hui il est vraiment réalisé. Alors maintenant il est réalisé, oui. L'intégration. Je suis d'accord. Aujourd'hui, un syndicat, je vais être un peu cruel, mais un syndicat d'éducation nationale, essentiellement, c'est un syndicat qui vous prépare des chorégraphies lors de la grève annuelle. Hein, pour faire un petit show place de la République, ou ça a été le cas vendredi, puisque je suis allé à une réunion qui m'a attristé et fait un peu rire aussi, qui prépare des reconversions de carrière pour faire de la sophrologie, de l'immobilier ou de la thérapie par les animaux. Ça, c'est voilà, comment on quitte l'éducation nationale. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même l'approche essentiellement. Quand même ça, c'est vraiment une caricature. C'est une demi-caricature. C'est une demi-caricature. Je peux aller dans n'importe quelle réunion, c'est tout. Je peux t'assurer que le syndicalisme, et en particulier des professeurs aujourd'hui, ça fait bien longtemps que ce n'est plus un syndicalisme de combat et d'affrontement. D'ailleurs, le SNES était terrifié par ce qu'on avait fait en 2009, la rétention des copies du bac. On a eu 2019 la rétention des copies du bac, et ça a été, c'était absolument non, quoi. Ça, moi, je me souviens très bien des réunions justement devant la machine, la petite machine là-bas. On ne fait pas. C'était étonnant ce qu'on entendait. C'était étonnant. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est quand on a fait la rétention, il y avait CNews, il y avait BFM, il y avait Lucien. Ah, il se passe quelque chose dans l'éducation nationale. Ils ont des copies, c'est étonnant. Le SNES à la fin nous a rejoint, mais ça fait très longtemps que c'est plus du tout un syndicalisme de combat. Moi, quand je fais des heures de vie syndicale au lycée, je suis face à la CFDT qui me dit: mais Harold, pas de politique dans les heures de réunion syndicale. Voilà, c'est tout. Et ils co-gèrent l'éducation nationale, tranquillement. Et ils ne sont pas tellement mécontents de la réforme. Ça va. Voilà.
Ça va. Donc j'ai affaire à une petite bourgeoisie culturelle qui a à peu près entre 40 et 60 ans, qui est installée, qui ne veut pas de la lutte sociale, qui ne défend rien, qui n'est pas républicaine, c'est-à-dire qui ne croit plus au service public d'éducation, qui est à peu près installée. Quand on est en couple agrégé avec 3 000 €, ça fait 6 000 par mois, et puis l'affaire est réglée. C'est plié, circulé, il n'y a rien à voir. Et après, il y a des précaires. Il y a des précaires, des AED, des AESH, bon, ben ceux-là, qui se débrouillent. Voilà, qui se débrouillent. C'est ça la pensée aujourd'hui de la gauche libérale. Oui, non, mais je suis bien d'accord là-dessus. J'invente rien. Sur ce constat, tu n'inventes absolument rien et c'est désespérant. Je suis bien d'accord. La question, c'est que quand il va falloir, quand il faut essayer de rassembler les luttes éparses, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est le problème de l'organisation. Or, il y a dans ce que tu dis, et tu as raison dans le constat, je suis absolument d'accord avec toi, elles en ont pris plein la gueule, elles se sont autodétruites, elles se sont souvent ridiculisées. Bon, voilà, je ne mettrai pas tout dans le même bain parce que je n'aime pas le principe de mettre tout le monde dans le même bain, mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais alors, comment faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est un foutu problème. Oui, mais c'est la question. Tu vas passer d'ailleurs une BD de Vincent Charlot avec les riches. Je sais pas comment devenir riche, je sais plus. Et donc la question à la fin, c'est la question de Lénine. Hein. Que faire? C'est la question de Lénine. Et voilà. Et à la fin, il y a 2 planches des Vincent Charlot où on voit comment il faut faire face à tout ça. Enfin, cette ultra minorité de gagnants. Et alors la réponse, on voit donc un champ, et puis il y a des gens comme ça qui se baladent, c'est de la solidarité, de l'entraide et de la cohésion. Cohésion, solidarité, entraide. Alors ça se traduit dans les luttes sociales par le bloc arc-en-ciel. Alors le bloc arc-en-ciel, entre radicalité et inclusion, il faut surtout laisser personne sur le bord du chemin. Donc c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de grand monôme, et on va rassembler un maximum de choses. Donc ça, c'est Aurélie Trouvé, hein, on la rejoint d'ailleurs au niveau populaire. Alors, le bloc arc-en-ciel, et j'ai eu une discussion d'ailleurs avec Myriam Icart sur ce sujet, qui défend ses positions. Le bloc arc-en-ciel, c'est une autre façon de ne pas faire de la politique. Pourquoi? Parce que, en fait, pour faire ce bloc arc-en-ciel, déjà c'est contradictoire, hein. Un bloc arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, ça ne fait pas bloc. L'arc-en-ciel, c'est très beau, mais c'est très évanescent. Pour arriver à faire cette peinture arc-en-ciel, il faut éliminer la conflictualité. C'est-à-dire qu'en effet, on va enlever un certain nombre de choses qui dérangent. Par exemple, la République, parce qu'on sait que c'est compliqué. On va enlever ça. On va enlever un certain nombre de référents. Il y a des sujets qu'on ne va jamais aborder. Moi, par exemple, depuis des années, je n'entends jamais la question de l'Europe, de l'UE. C'est une question déterminante, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que les programmes, l'application des réformes, c'est Göteborg, c'est le traité de c'est Rome, voilà, c'est tous ces 2015-2017, les bonnes pratiques, la lutte contre les fake news, le populisme, etc. Tout ça, c'est dans les textes de l'UE, et les gouvernants qu'on a, le pouvoir, appliquent ça de façon stricte et nette, et vraiment au pied de la lettre. Les audits, par exemple, à l'université, pour savoir ce qu'on va subventionner ou pas, c'est l'UE. Bon, toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table. Si je parle de l'UE, forcément, je reviens à la question de la nation. Je reviens à la question qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on revient à quoi? Alors, on se replie. Bon, toutes ces questions-là, il faut absolument les poser aujourd'hui. La question de la souveraineté sur ces questions de politique éducative, mais pas seulement, sur plein de choses. Donc, à force de ne pas poser ces questions, la question de la souveraineté, la question de la République, la question de l'UE, qu'est-ce qu'on défend? Quelles sont, au fond, les stratégies qui nous font perdre? Comment est-ce qu'on les récupère? Quelles sont leurs stratégies? Moi, j'aimerais bien qu'on parle, en fait, de leurs stratégies. On a aujourd'hui, par exemple, sur la pensée critique, des tutos dans l'éducation nationale pour vous expliquer comment faire de la pensée critique. Il y a 15 ans, moi je me suis dit, on souffre d'un déficit de pensée critique. Aujourd'hui, vous avez les boîtes de conseil McKinsey pour 500 000 € dans l'éducation nationale. Par contre, les AESH, on ne peut pas les payer. Mais McKinsey, ça c'est bon, 500 000 €.
ces gens vous expliquent en fait ce que c'est le critical thinking, c'est-à-dire ils vont vous expliquer, en gros, voilà, en fait c'est du fact-checking, hein, puisque je vais tout dire en anglais, donc c'est en gros ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est populiste, ça c'est complotiste, etc. C'est ça qui est en ligne, et ça c'est des ressources disponibles dans l'éducation nationale. Bon, et tout ça il faut le démonter, tout ça il faut en parler entre nous, tout ça il faut mettre à plat. On a beaucoup parlé de l'université critique, hein, de bourse du travail critique, on en reparlera. Et ça c'est stratégique. En fait, on a un déficit de pensée stratégique qui est incroyable. On ne revient jamais, moi je suis revenu à la Bourse du Travail pour faire un constat sur l'échec ou la réussite, parce qu'on a parfois des réussites, on peut faire reculer hein, quand même, on a pu obtenir des petites choses de nos luttes. Il faut faire des retours stratégiques, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas, mais c'est jamais fait ça. C'est jamais. Et une dernière chose, excuse-moi Patrick, je reviens sur la conflictualité. Moi, très souvent, on m'a dit en salle des professeurs depuis 5 ans, on m'a dit oui, mais tu comprends, c'est violent, voilà, les heures de vie syndicale, c'est dur, c'est conflictuel, bon, après on se brouille les uns avec les autres. Et oui, mais le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'on porte le fer à l'endroit où il faut le porter. Et je crois que là, il y a un affaiblissement. Alors, à mon avis, mais encore une fois, tout ça est transitoire, hein, parce que je pense que l'histoire, évidemment, elle continue, tu l'as dit. Un affaiblissement des capacités subjectives à tenir des positions de conflictualité. Oui, mais ça, on voit ça depuis oui, au moins une vingtaine, même sans doute avant. Bon, alors que la génération mouvement, oui, alors donc pour ma génération, c'était différent, effectivement. Mais très vite, il y a eu l'idée que comment la violence c'était le mal, quoi. Or, moi je veux bien croire du mal, mais il n'est pas là, il est dans le pouvoir, c'est autre chose. Et ça, c'est une question qui apparaît peu dans ton bouquin, c'est la réflexion sur le pouvoir. Oui, alors, il y a deux choses, j'essaie de répondre aux deux. Lorsque Édouard Philippe nous vend la réforme BlackRock des retraites, bon, qui a quand même de fortes chances, il faut le savoir, de passer en juillet, hein, entre juillet et août. Hein. Voilà, on en est quand même là. Hein. Bon, il appelle quoi? Il appelle le CNR. Il fait référence au Conseil national de la résistance. Bon. Le niveau, en fait, le niveau de transformation et de jeu sur les signifiants est énorme. Il y a un professeur d'histoire à ce moment-là dans la salle des profs qui a pris un marqueur, qui l'a balancé à travers la salle. En fait, on écoutait ça à la radio de rage. C'est vraiment de la rage. Il y a des collègues qui disent, mais ça va pas, t'es pas bien. En fait, il faut mesurer le niveau d'agression. Quand Emmanuel Macron dit au Stade de France en 2019, alors qu'on fait la rétention des notes, pourquoi on fait la rétention des notes? Parce qu'on défend le baccalauréat national, on défend une certaine idée, au fond, des diplômes, bon, et de l'éducation nationale, qui nous dit qu'on est des affreux terroristes, hein, qu'on est des preneurs d'otages et des ennemis de la République, et il dit ça derrière un Stade de France vide, avec des laquais qui sont des journalistes de complaisance, dans un gloussement sordide. Bon, en fait, oui, je suis très en colère. Ah oui, mais bien sûr. Moi, ça fait pourquoi je retiendrai ma plume? Tu vois, face à ça, eux ne retiennent pas. Très bien. Mais parce que tout d'un coup, c'est l'idée des grévistes qui prennent en otage la population. Ça fait quand même des années que chaque fois qu'il y a une grève dans les transports, on se précipite vers les gens. Alors, vous avez telle difficulté, vous ne pouvez pas aller chez vous, vous ne pouvez pas faire vos courses. On vous prend en otage. Bon, donc, je veux dire, moi j'ai le sentiment bon, là on est dans une période peut-être effectivement, même sûrement, où les choses, où il y a un cynisme assez extraordinaire, mais le dévoiement du vocabulaire, la récupération du vocabulaire de gauche, c'est un vieux thème fasciste, on le sait assez. Donc voilà. Oui. Mais sauf que cette récupération, elle se fait avec des nouvelles techniques. Alors, voilà, ça d'accord. Voilà, des techniques qui sont très fortes, des techniques d'encadrement, de bienveillance, enfin, etc. Il y a toute une sorte de liqueur assez terrible et qui empêche le politique. Et là, il y a des vraies stratégies. Hein. Pour moi, c'est pas du tout. Moi, j'aime pas, par exemple, quand on parle de Blanquer en termes d'incompétence. Enfin, c'est absurde. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut faire. Absurde. Ce sont des idéologues armés, déterminés, et ils nous font la guerre, en fait. Il n'y a pas de. Pour eux, c'est. Voilà. Alors, aussi. Ça, je suis 10 000 fois d'accord. Et une idée du livre aussi.
c'est pour ça que j'appelle ça la défaite de la majorité, parce que finalement, alors peut-être que tu... Non, oui, peut-être parce que sur la notion de majorité, enfin, sur la pluralité de signification du terme, c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué, puisque en fait on s'aperçoit bien que la majorité dont tu parles, elle n'est pas majoritaire. Je dirais elle n'est pas majoritaire, elle ne fait pas bloc. La leur elle non est pas, plus. hein? La leur non plus. Quand on parle de majorité présidentielle, la leur non plus. Mais la leur non plus. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans les représentations imaginaires. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs collègues, j'en connais déjà 2 au lycée, et j'ai des retours d'autres lycées, parce que j'ai voilà, des réseaux un petit peu, et donc dans d'autres lycées, la défaite de la majorité, donc le professeur qui dit ça se dit « Ah, tu penses que Macron va perdre ?» Oui. Mais oui, ça absolument à aucun moment, non mais c'est intéressant dans la représentation, à aucun moment quand j'écris le titre, je pense à ça. À aucun moment je me dis, mais attention, ça pourrait être lu comme une anticipation de la défaite de Macron, et après on va me dire, ah mais tu vois, tu as perdu. Et c'est étonnant qu'on ne se pense pas dans une majorité. J'ai pensé à ça en particulier pour la mesure de Castex sur les 100 €, qui est en passe de devenir dérisoire d'ailleurs. Les 100 €, et on s'aperçoit 38 millions de Français sont concernés par la mesure, enfin pourraient être concernés par la mesure, c'est-à-dire gagnent moins de 2 000 € par mois. 38 millions de Français. Bon, ben, si on fait le compte, numériquement, c'est une majorité. 38 millions de Français, c'est énorme en fait. Et ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est de voir à quel point une ultra-minorité sociale tient le discours de la majorité. C'est véritablement un renversement complet. C'est-à-dire que nous vous défendons contre des franges minoritaires, en fait, c'est ça le discours, hein. Nous vous défendons contre des franges minoritaires violentes, virulentes, extrémistes, populistes, complotistes, enfin bref, on pourrait faire tout le chapelet. Nous sommes finalement les intérêts de la majorité et ils font parler cette fameuse majorité silencieuse. Et c'est là où j'ai fait une relecture. Au début d'ailleurs, c'est assez marrant cette histoire à l'ombre des majorités silencieuses de Baudrillard, parce que quand j'ai lu le texte la première fois, je me suis dit mais oui, en fait c'est fort cette idée, il y a des majorités silencieuses. Et en fait, là, dans le livre, je vais plus loin, c'est-à-dire je me dis, mais non, en fait, cette idée que défend Baudrillard, qu'il y aurait une sorte de surironie des majorités silencieuses qui ne s'expriment pas et que ce serait un défi au pouvoir, je pense que c'est absurde, parce que ces majorités-là sont parlées. Ce que j'essaie d'expliquer, elles sont dites, elles sont parlées, et si je ne me figure pas en tant que majorité, si je n'assume pas un discours majoritaire, je ne peux pas leur répondre. Et en effet, dans les luttes sociales, on a quand même une fascination pour le devenir minoritaire, la fragmentation, l'écart, et on a du mal à se dire en fait que ce qu'on porte là, on le porte au nom de quelque chose qui dépasse, bien sûr, qui est plus important, qui nous dépasse et qui ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, c'est toujours été comme ça. Et aussi, c'est le principe même. Oui, c'est le principe même. C'est même pour dire, les pères fondateurs de la démocratie américaine, ils l'écrivent noir sur blanc. Exactement. Noir sur blanc. Mais justement, la logique qui consiste à dire il n'y a plus de principe que l'on porte majoritaire, c'est eux qui portent ce discours-là. Ils portent ce discours-là contre nous. Moi j'ai vu, c'est leur cynisme, j'ai vu en particulier dans le mouvement des Gilets jaunes, une grande partie du mouvement, il y avait des revendications qui étaient en fait très universelles, des principes en fait, des universaux. Ils revenaient à des universaux politiques. Et ça c'est très intéressant, ils revenaient à des universaux politiques en passant toute une journée à se cailler sur un rond-point, sans rien gagner, et des gens qui se gavent en fait sur le dos de la République, McKinsey, qui détruisent nos métiers, les traitent d'extrémistes et de minorités. C'est une farce en fait. C'est une farce. Mais on en est là en fait. Donc, et le problème c'est qu'il faut leur répondre. Alors, j'ai aussi fait un chapitre, mais qui mériterait d'être détaillé, sur le verbe politique. Là aussi, on ne leur répond plus à hauteur. Pourquoi ? Parce qu'on n'assume plus la réponse à hauteur. Eux parlent de la République, on n'en parle plus. Eux parlent de la démocratie, on n'ose plus en parler. Eux axiomatisent, et en face, on a énormément de mal à le faire. Non, enfin, là, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'eux, ils parlent, etc. Ils tiennent un discours. Hein? Macron a quand même écrit un livre qui s'appelle Révolution. Il n'a pas peur. Non, c'est à autre chose. Oui, eux, ils tiennent le discours. Eux, ils assument le discours révolutionnaire. T'imagines ? Oui.
les coupures, les nouveaux paradigmes, les changements de civilisation, tout ça. Bon, voilà, eux, ils assument en fait ça. Oui. La question, c'est qu'eux, ils assument, et eux, ils tiennent, je suis d'accord, ils tiennent le monde de l'édition, ils tiennent les médias, etc. Bon. Et en face, alors il y a on, nous, et c'est sur le nous que ça me paraît être plus une espérance qu'une réalité. C'est plus une... Bah, je fais ce qu'ils font. Il faut leur répondre à hauteur. Eux le font, ça. Pourquoi nous, on a autant de scrupules? Je vais te renverser la question. Pourquoi est-ce qu'on a autant de scrupules à assumer le nous, alors que eux le font sans scrupules? En fait, la pensée critique, c'est retourner contre la puissance de l'émancipation sociale. C'est-à-dire qu'on a développé des outils d'analyse critique très puissants que l'on retourne sur nous-mêmes. Eux ne le font pas, ça. Eux, ils assument des positions idéologiques au premier degré. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi un Zemmour a eu une audience populaire? Parce qu'en fait, Zemmour, il assume, il le dit, hein, il assume un discours idéologique au premier degré. C'est-à-dire, il leur répond, en fait, vous me parlez de progrès, moi je suis sur autre chose. Vous me parlez de la République, moi non, je ne suis pas républicain. Et je vais vous dire pourquoi. Et il assume clairement, en fait. Il se positionne en tant qu'idéologue. Moi, ce que je constate, en fait, c'est que la gauche critique et politique a développé des outils d'analyse critique, et c'est là où j'en veux à Foucault, qui en fait, et à Derrida, et pourtant, il y a beaucoup de talent là-dedans, hein, il y a beaucoup de talent. Mais le gros problème de ça, c'est que quand on retourne ces outils contre la logique de force qui consiste aussi à armer des discours et à armer les consciences pour se battre, parce que moi j'assume tout à fait une adversité politique. Mais ça, ils l'ont compris, puisqu'ils me traitent de brun-rouge. Et moi, je dirais Mélenchon, c'est la même chose. Lorsqu'il y a eu plein de portraits de Mélenchon en violent, etc., mais c'est ça qui lui retourne. Parce que si je suis dans une conflictualité dure, il n'y a pas de place en fait. Et comme il n'y a pas d'espace politique pour articuler cette conflictualité, c'est très très difficile. Et ils referment tous les espaces de conflictualité pour nous assigner une position de violence. C'est ça leur stratégie. Oui, vous êtes violent, on ne vous donne pas la parole, hein, mais vous êtes violent. Attention. Maintenant, pour que les victimes, enfin pour la majorité, puissent s'exprimer, il faut quelque chose qui ressemble à une organisation. Il faut que ça s'organise quelque part, de quelque manière que ce soit. Ça, c'est pas évident. Enfin, je dis ça, c'est pas évident. Et ce qui apparaît à un moment donné, c'est que malgré tout, voilà, il faut, tu dis à un moment donné, il faut des leaders. Ça m'a un peu surpris, ça. Nous n'avons pas besoin de bureaucrates ou de professionnels de la politique. Ok, je suis d'accord. Mais d'un collectif de leaders rompus à l'exercice. Où est-ce qu'on va les trouver et comment on va les trouver? Ça, c'est une citation de Lénine, en fait. Oui, il n'y a pas Lénine. Si, il y a Lénine. Non, je m'explique, il n'y a pas Lénine. Mais ça, tu régleras ça avec ton Non, mais c'est après, c'est notre parti. En fait, dans Que faire, Lénine dit il faut une dizaine de leaders organisés. Voilà. Alors, je distingue le chef et le leader. Pour moi, le chef, c'est celui qui accapare. C'est pas celui qui construit. Voilà. Oui, en effet, pour qu'il y ait des impulsions locales, il faut pouvoir porter des leaders. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous la même volonté de faire des choses, politiques en particulier, d'organisation. Voilà. Par contre, on ne peut pas le faire seul, et il faut pouvoir le faire en collectif organisé. Ça, c'est très très dur. On l'a vu dans les AG, c'est très difficile parce que, et à juste titre, on est démocrate, en particulier dans les mouvements sociaux. On n'a pas envie qu'il y ait des gens qui accaparent la parole, et voilà, on veut avoir une circulation, on ne veut pas faire ce qu'ils font. On ne veut pas du grand débat national avec Macron qui parle pendant 7 heures à la télé tout seul, avec un parterre trié sur le volet. Bon, ça, on ne veut pas ça. Donc, comme on ne veut pas ça, on construit un anti-modèle, ce qui me paraît intéressant. Mais la faiblesse de ce modèle, c'est qu'évidemment, c'est la dilution. On voit bien, et ça a été un des problèmes du mouvement des Gilets jaunes, aussi. Et
Et quand tu Alors, parles de reprise en main aussi. Donc, alors attends, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'organiser quelque chose. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à l'opposition, quelle qu'elle soit, même si je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses, il y a une faiblesse organisationnelle. Il y a une faiblesse dans les structures d'organisation et dans la capacité d'aller chercher des forces militantes là où elles sont. On peut pas aujourd'hui, la nature des attaques qui sont faites, on ne peut pas se permettre de sélectionner avec des pincettes ou une carte d'enregistrement les gens qui seront avec nous dans la salle ou pas. Il faut accepter une pluralité avec une conflictualité. Et là aussi, il faut l'accepter. Oui, non, mais c'est pas un problème. Ça. Enfin, Voilà. c'est pas un problème. Et je pense que c'est pas un problème oui, de conflictualité. je sais bien, je sais bien, mais ça peut l'être en fait. Ça peut l'être. Et donc le leader, oui, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas. Oui, non, j'ai pas peur du terme. Le mot chef, par contre, m'embête. Je sais pas, moi, leader m'emmerde encore plus que chef, je crois, mais c'est bon, c'est une question. Tu peux pas, de toute façon. Ouais, nécessairement, il faut organiser quelque chose. Voilà. Et l'organisation, elle suppose des forces suffisamment identifiables pour organiser. Et c'est une difficulté. C'est une difficulté. Je suis d'accord. Et autre chose, il faut du temps pour faire ça. Oui, voilà, il faut du temps pour aller dans les AG, il faut du temps pour parler aux gens, pour se faire confiance. Parce que c'est un travail long. C'est un travail long, il faut être, échanger, accepter aussi, moi j'ai beaucoup changé là-dessus, accepter des sensibilités diverses, des horizons qui sont différents, des vécus différents, des expériences sociales qui sont différentes, des souffrances sociales qui sont différentes. Il y a des souffrances sociales que j'ai jamais connues. Voilà. Il faut pouvoir, dans une discussion ouverte, tout mettre sur la table et construire avec ça. Il faut des espaces pour ça, on a souvent eu cette question. On a fait une demande à la Bourse du Travail pour pouvoir faire une présentation du livre dans un cadre militant, fan d'en recevoir de la CGT. On ne fait pas ça dans les bourses du travail, on n'échange pas les bourses du travail, on ne fait pas de politique dans les bourses du travail. Dans les bourses du travail, on organise la manifestation unitaire de l'UDCGT entre 15h et 17h. C'est-à-dire que les pages sur les manifs et sur les marches, bon, c'est vraiment très drôle, très méchant. Mais c'est pas si méchant. Si, c'est très méchant. Je sais pas en fait. Parce que non, je ne crois pas que ce soit méchant, tu vois Patrick, je suis pas tout à fait d'accord. Tu sais, quand tu fais grève, tu perds une journée de travail. Je sais. Bon. Mais aussi arrivé. Voilà, je sais. Tu perds une journée de travail, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un engagement. Tu attends quelque chose. Moi j'attends quelque chose de ces journées. Et c'est vrai que je veux pas me faire voler la journée. Voilà, je ne veux pas me faire voler la journée par une organisation qui, je sais très bien, qu'elle nous mettra politiquement des bâtons dans les roues, quand je dis politiquement, pour organiser ce qu'on veut organiser. Voilà, et là, il y a un travail. Qu'ils représentent plus grand chose, et donc effectivement, ils n'ont pas les forces, ils n'ont plus les forces. Voilà. Mais je ne jette pas la pierre à ceux qui sont dans la rue, et je ne jette pas la pierre aux syndicats dans le texte. Voilà. En tout cas, à ceux qui sont dans la rue. Oui. Ouais, bon, c'est un cortège tellement funèbre derrière les... J'ai eu des grands moments d'angoisse, bien sûr. Je peux comprendre ça, c'est une grande tristesse. Mais il y a beaucoup de profs d'ailleurs qui souvent, enfin, moi j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, qui m'ont dit, quand on avait muré le rectorat, qui m'avaient dit mais c'est dommage, là c'était super, vous avez muré le rectorat, j'aurais dû venir. Oui, parce que ça change un peu. Là, oui, il se passe quelque chose. Je ne sais pas trop ce qui se passe exactement, mais il y a une action. Voilà, il y a une action. Mais tout ça, il faut le mettre à plat. Et là, tu rejoins la question du pouvoir. Parce qu'il y a du pouvoir dans ces centrales syndicales. Il y a du techno-syndicalisme. Et on le sait très bien. On sait très bien que ces gens sont aussi des gens de pouvoir. Ce sont aussi des gens qui veulent des décharges. Ce sont aussi des gens qui sont à mi-temps parce qu'ils ont des décharges de syndicalistes. Et donc, ils sont accrochés à ça. Donc, se faire écraser par un pouvoir impitoyable à cause je dirais, de bas calculs syndicaux de préservation des acquis, moi ça m'énerve, j'en ai marre en fait. Et bon, voilà, je le dis, dans mon petit coin. Non, mais la question du pouvoir, elle est tout le temps là. Et à quelque niveau que ce soit. Elle est dans les syndicats, elle est
il y a le pouvoir, les pouvoirs syndicaux, etc. Dans quelques groupes que ce soit, la parole ne circule pas de manière aussi libre qu'on le voudrait. Il y a toujours quelqu'un qui la monopolise plus ou moins, ou dont le statut lui confère une autorité qu'on dira naturelle, alors que voilà. Donc moi je suis assez, pour ça je suis d'accord là-dessus. Bon, maintenant je trouve aussi que c'est quelque chose que je t'ai reproché au début, que il y a toute une, enfin bon, il y a les gilets jaunes, mais ce qui se vit dans des associations, ce qui se vit, voilà, tu parles de summum de 2 000 € par mois au Grand Parc, je crois que c'est 40% de la population qui est au-dessous du seuil de pauvreté. 40%. Bon, voilà, c'est-à-dire des gens pour qui 100 balles, c'est pas rien. Parce que, voilà. Donc ça, c'est une dimension, et ça n'apparaît pas là-dedans. Alors, je ne parle pas frontalement, enfin, en tout cas directement des associations. Il ne faut pas oublier quand même que Attal... Il y a des trucs colibris. Ah oui, les colibris, bien sûr, les petits colibris de l'éducation nationale. Non, je ne pensais pas à ça. Ben Saïd disait, le défunt Ben Saïd disait micro-solution, macro-problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut gagner politiquement. Je l'assume, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui de politiques qui pensent ça. C'est-à-dire qu'il faut les battre, maintenant. En fait, il faut les battre pour sortir de ça. Parce que lorsque tu entends Gabriel Attal qui t'explique, mais les restos du cœur, c'est formidable. C'est 200 millions d'euros économisés par l'État. C'est clair. C'est génial. Ah oui, bien sûr. Allez-y, quoi. Foncez. Enfin, il faut voir que ces gens assument un niveau de cynisme total. Et ils calculent même les gains qu'ils peuvent faire sur ces associations. Alors, évidemment, moi je pense que c'est pas du tout incompatible, ou à condition qu'il y ait, je pense, cet espace d'ouverture politique. Voilà. On pourrait faire le reproche inverse, c'est-à-dire dire il faut aussi que ces associations se risquent à rentrer aussi dans ce jeu politique, c'est-à-dire viennent aussi au combat, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ça. Tu vois. Voilà. Donc c'est pas du tout. Quand on suit, il y a une prise de position qui a été extrêmement. Rien n'est figé. Oui, voilà. Je suis d'accord. Bon. En particulier, c'est des associations qui ont parmi, enfin, on y était l'évacuation du squat de la Morlette. Heureusement qu'il y avait des associations. Hein, parce que quand vous intervenez à 5h du matin, un 11 février, dans des conditions abominables, que toutes ces familles se retrouvent dehors, hein, on l'a bien vu, heureusement qu'il y a des associations. Voilà. Évidemment. Sauf que le scandale, il est avant. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais j'aurais bien aimé que tu le rendes davantage. Il n'y a que 150 pages. Oui, il faudrait que. Qu'on ne monopolise pas la parole. Donc à vous, là.